nous allons essayer de faire un tout petit peu le point sur ce qui a amené à l'éthiothérapie à être créée, et puis le pourquoi de sa création et le pourquoi de sa justification. Et vous allez voir que si on entend véritablement toute l'organisation philosophique de l'éthiothérapie, vous allez voir que vous comprendrez beaucoup plus facilement ensuite pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, je ne vous donnerai pas la définition de l'éthiothérapie, elle est dans le livre, mais elle est une définition qui est assez compliquée, car vous savez que toute définition doit englober les concepts de façon le plus générale possible et ne rien oublier. Alors cette thérapie, c'est une thérapie de la mémoire, principalement, et cette thérapie de la mémoire est une thérapie qui va s'appuyer sur un outil qui est extraordinaire, qui est le pouls. Pas le pouls systolique, le pouls de la médecine, le pouls cardiaque, mais un pouls qui est un pouls émotionnel et que l'on va essayer de discerner, qu'on va essayer d'interpréter afin d'aller rechercher les mémoires. Et en fait, l'éthiothérapie est une thérapie qui permet de remettre en route les processus qui sont les processus de la cause originelle. Éthios, c'est la cause originelle. Alors vous allez me dire, mais la cause originelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à différencier de la cause causale. La cause causale, c'est la cause qui gère notre monde, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que si je parle dans le micro, finalement, les haut-parleurs retransmettent ma parole. C'est la loi des causes et des effets. Si quelqu'un brûle un feu, si vous n'y prêtez pas attention, vous risquez d'avoir un accident, et on va dire finalement l'accident a été causé par celui qui a brûlé le feu. Et la loi du causal, c'est la loi existentielle, qui est la plus pratiquée et la plus expérimentée, mais il est bien évident que dans nos mémoires, et surtout nos mémoires intra-utérines et les mémoires de notre toute petite enfance, il y a des causes originelles qui ne sont pas accessibles. Vous avez tous entendu parler de l'inconscient. Et vous savez que l'inconscient, c'est l'origine de 80% de nos actes. Ce qui signifie que quand on pose des actes, on a l'impression de les poser en toute conscience, mais en fait notre comportement est profondément lié à ces mémoires, à ces causes originelles qui sont inscrites chez nous. Donc l'éthiothérapie va être une thérapie qui va, en cherchant les mémoires qui sont au plus profond de nous-mêmes par l'intermédiaire du pouls, arriver à remettre de l'ordre entre le psychisme, le biologique, on va le développer, et le physique. Vous savez que on parle souvent en médecine de pathologie somatique. Et le somato-psychique est envisagé par la médecine de façon dichotomique. C'est-à-dire il y a ce qui est psychique et ce qui est physique. Et on n'en fait pas le lien. Et vous verrez que pour toutes les médecines holistiques, c'est valable, mais particulièrement pour l'éthiothérapie, on ne peut pas séparer les aspects neuropsychoaffectifs, je les nomme neuropsychoaffectifs, on ne peut pas les séparer des conséquences physiques. Et pour démarrer ça d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous interpeller, même quand vous avez un choc physique, vous trébuchez, vous tombez, et votre manière de tomber est quand même aussi fixée sur une origine qui est neurovégétative, neuropsychoaffective. Ça signifie que tout ce qui nous arrive dans notre corps, tout ce qui est d'origine traumatique ou psychologique, ne peut pas être séparé de l'état physique ni de l'état psychique. Donc voilà pour la définition. Ensuite, nous allons ouvrir ce qui va nous permettre de définir la philosophie de l'éthiothérapie. Et en fait, c'est ce que j'appelle un changement de paradigme. Alors, un paradigme, qu'est-ce que c'est? Un paradigme, c'est une loi qui est acceptée par tout le monde, qui n'est pas forcément démontrable, mais qui est appliquée dans tous les raisonnements que l'on peut utiliser. Et pendant des siècles, nous avons raisonné sur une physique qui est une physique classique. Nous avons raisonné sur la loi des causes et des effets, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, nous allons approcher un changement de paradigme véritable, c'est-à-dire où nous allons envisager la vie, la médecine, d'une façon radicalement différente. Et pourquoi? Parce que depuis
la fin du 19e et surtout le milieu du 20e siècle, s'est développée une physique fondamentale qui s'appelle la physique quantique. Et en fait, cette physique quantique, elle nous semble bien éloignée, mais elle nous semble aussi mise à toutes les sauces. On n'arrête pas de parler de la physique quantique, des médecines quantiques, des énergies quantiques. Et nous allons voir, nous, que cette physique quantique prend une place considérable parce qu'elle nous permet de comprendre des choses que la médecine et que nous-mêmes, dans notre quotidien, ne pouvions pas comprendre. Et donc, ces trois changements de paradigme, je vais vous les énoncer. Et le premier, c'est que tout est information, énergie, et que toute cette information énergie s'exprime de façon ondulatoire. Ça signifie que ce sont des ondes. Quand je vous parle, ma voix finalement fait vibrer l'air, et ce sont des ondes que vos oreilles captent. Ensuite, les oreilles, le sensoriel, va prendre ces informations et va les interpréter avec votre intelligence cérébrale. Mais en fait, ne serait-ce que déjà la voix et tous les sens que nous développons, ils s'appuient sur un système ondulatoire. Et ce système ondulatoire-là, c'est le système qui va permettre de véhiculer les informations qui sont à l'extérieur de nous, ou les informations qui sont à l'intérieur de nous, et que nous allons transmettre à ceux qui nous entourent. Donc, premier paradigme important, tout est ondulatoire, et tout est énergie, information. Ça, c'est important, parce que finalement, ça nous permet déjà de comprendre que si tout est ondulatoire, il va y avoir quelque chose qui va nous relier entre le psychisme et le physique, alors que la médecine classique les sépare véritablement. Alors tout est ondulatoire, mais vous allez me dire, une table, un objet constitué, c'est pas quelque chose d'ondulatoire. Détrompez-vous, c'est quelque chose d'ondulatoire. Pourquoi ? Parce que la constitution de la matière formelle est faite à partir des atomes, et qu'un atome, c'est un noyau et des électrons, et que les électrons ne restent pas à leur place, ils bougent tout le temps. Donc même si un objet est formalisé, il est de toute façon animé quand même d'une vie ondulatoire. Et ça, vous le retrouvez toujours, mais vous n'en aviez pas fait l'association, avec ce qu'on appelle les champs magnétiques. C'est-à-dire tout objet, même un objet fabriqué de main d'homme, d'accord, est un objet qui a un potentiel de radiation. Donc finalement, cette forme-là, cet objet-là, il va aussi donner une information qui sera une information de type vibratoire. Une information dérisoire, j'en conviens, mais c'est une information quand même. Et donc souvenons-nous, tout est énergie, information, et tout s'exprime sur un mode vibratoire. Alors si tout s'exprime sur un mode vibratoire, comment va-t-on gérer toutes ces informations ? On va les gérer de façon fréquentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de la physique pour savoir que les ondes qui se déplacent ou qui ont des caractéristiques bien déterminées, ces ondes, elles s'entrelacent, elles dialoguent, elles se rencontrent. Et ces ondes qui se rencontrent, elles vont créer des phénomènes de résonance. Vous connaissez les résonances. Les résonances, c'est de la gestion fréquentielle. Donc cette gestion qui est fréquentielle va nous permettre de gérer tout le système ondulatoire. Et une conséquence de ces deux premiers paradigmes, c'est que ce système fréquentiel va être géré dans notre corps, et que notre corps, il est fait de 3 états imbriqués, complémentaires de la matière. C'est-à-dire que notre corps, ce n'est pas une matière unique, c'est une superposition, une imbrication de 3 états différents de la matière. Quand on dit que cette forme est ondulatoire, provoque finalement des informations ondulatoires, notre corps, quel que soit son état, est dépositaire aussi finalement de phénomènes vibratoires, mais interprétés selon 3 formes différentes. Et ces 3 états de la matière, nous les développerons tout à l'heure, mais en fait, ce système ondulatoire qui nous entoure entièrement, qui est géré de façon fréquentielle, le 3e paradigme, c'est qu'il va l'être dans toute la biologie du vivant à travers 3 états différents. Nous allons les développer. Donc à partir de ces 3 paradigmes-là, nous allons pouvoir envisager
un questionnement. Et ce questionnement, je vais vous le soumettre bien évidemment, ça va nous permettre de définir la philosophie de l'éthiothérapie. Et donc on va pouvoir se poser la question, avec ces trois paradigmes, de qu'est-ce que c'est que notre corps. On va se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'énergie. Puisque tout à l'heure on a dit que c'était l'énergie, le vibratoire, c'était l'énergie information. On va se poser la question de qu'est-ce que c'est que la maladie. Et ensuite, on se posera pour terminer, avant vos questions, qu'est-ce que c'est que la thérapie. Et donc pour commencer, nous allons commencer par qu'est-ce que c'est que notre corps. Et on va pouvoir développer ce que je vous disais tout à l'heure sur les trois états de la matière. Notre corps, il est fait d'une réalité dont tout le monde prend conscience immédiatement, c'est l'état physique de la matière. Notre corps, c'est un état physique, et l'état physique, c'est quoi? C'est finalement toutes les molécules assemblées dans notre corps, les protéines, qui fabriquent nos tissus, qui fabriquent nos organes. Donc la matière physique, l'état physique de la matière, ce sont nos organes, c'est notre corps, et c'est ce qui nous permet d'être objectivés, et c'est ce qui nous permet finalement de tenir notre place. C'est notre enveloppe. Et donc l'état physique de la matière, c'est l'état qui est l'état le plus objectif, et c'est l'état sur lequel la chirurgie va avoir, comment dirais-je, une action, mais c'est aussi l'état le plus fréquent sur lequel la médecine va pouvoir agir, puisqu'il est objectif, il est déterminé. Le deuxième état, c'est l'état biologique. Et là, on va s'y arrêter un petit peu, parce que cet état biologique, vous le connaissez tous, c'est l'état liquidien. C'est l'état liquidien, et vous savez qu'on est fait, on a appris à l'école, de combien de pourcents? 70. 70, moi j'ai appris. C'est pire que les élections, là. 85,2. Non, ça oscille finalement entre 90 et 99. C'est-à-dire que nous ne sommes que de l'eau. Et vous savez que l'eau prend des formes éminemment différentes. Il y a 9 états différents de l'eau, mais en plus l'état colloïdal, qui est le fameux état biologique qui est mon dada, je travaille beaucoup sur l'état colloïdal, c'est finalement toutes ces formes liquidiennes qui vont permettre l'inscription de l'information ondulatoire dans notre corps. Et cet état liquidien, bien évidemment, vous en connaissez certaines compositions, puisque nous avons le sang, nous avons tous les liquides interstitiels, nous avons les hormones, nous avons des tas d'éléments qui montrent que cet état biologique est l'état principal sur lequel va s'articuler toute l'adaptation de notre corps. Donc, deuxième état, c'est l'état biologique. Et puis, vous avez un troisième état, qui est l'état psychique de la matière. Et quand je dis état psychique de la matière, je ne parle pas que de la psychologie. Je parle du psychisme et je parle finalement d'une réalité, d'un état physique particulier qui s'appelle l'état subquantique. C'est-à-dire que c'est un état vibratoire que nous rayonnons. Et cet état psychique, ce sont tous les états subtils qui ne sont pas objectivables et qui pourtant sont inscrits dans notre corps. On pourrait presque dire que les électrons qui tournent autour des atomes, ce rayonnement que la matière émet 24 heures sur 24, eh bien c'est de l'état psychique. Et cet état psychique, bien évidemment, c'est choquant parce qu'on l'appelle psychique, et on sait que le psychisme est associé à la personne humaine. Mais cet état psychique, c'est aussi finalement tous les états interactifs que le monde présente autour de nous et qui viennent constamment interagir avec notre cohérence personnelle. Donc voilà ces trois états définis, mais il y a une chose à rajouter qui est très importante, c'est que ces trois états-là sont entièrement liés. Et ils sont tellement liés que si vous en touchez un, vous avez automatiquement une influence sur l'autre. Ça vous explique pourquoi on ne peut pas avoir de médecine uniquement somatique ou uniquement psychique. On va avoir une médecine qui va intéresser l'interaction de tous ces états. Et je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer. Alors il faut que je me débrouille pour qu'on puisse bien voir. Vous voyez tous le tableau? Oui. Alors nous allons commencer. J'ai posé le micro. Nous allons commencer par ce qui vous est le plus commun, la personne. Et si nous regardons la personne, c'est l'état physique de la matière. Et
comme nous sommes là pour réfléchir, nous allons zoomer sur cet état physique de la matière. Donc, on va prendre une petite loupe. Ça vous rappelle rien? Et nous allons regarder plus précisément ce qui se passe si on a zoomé. Et si on a zoomé, nous trouvons un élément fondamental qui est la cellule. Vous savez que la cellule est le premier élément autonome, vivant, qui va composer notre corps. Donc c'est le premier élément constitutif, c'est la première pierre de l'édifice, qui va constituer cette réalité physique. Et vous voyez que la cellule, il faut un microscope pour la voir. Mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose qui est visible, hein, et qui appartient encore à l'état physique de la matière. Un état physique un petit peu plus précis, mais un état physique. Et on va donc continuer à zoomer. Là, on va prendre une loupe bleue. Et si on zoome sur notre cellule, qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, nous allons avoir ce qu'on appelle des macromolécules, c'est-à-dire des atomes assemblés les uns avec les autres, qui vont composer les tissus. C'est-à-dire que notre cellule, elle est faite de membranes, elle est faite de noyaux, elle est faite de plein de protéines, et notre cellule, elle est composée finalement de macromolécules, qui sont des atomes attachés les uns aux autres, et en plus, finalement, ces atomes attachés les uns aux autres vont s'allier aussi les uns avec les autres. Vous connaissez l'ADN, qui est la molécule, la macromolécule la plus connue de notre corps. L'ADN, c'est un assemblage de deux macromolécules qui sont liées par des forces physiques. Et donc, nous sommes passés déjà là, dans un état qui est un état microphysique. Et nous allons continuer à zoomer. Et si nous zoomons, nous tombons sur l'atome constitutif de la molécule. Et cet atome constitutif de la molécule, vous en connaissez tous l'image, c'est un noyau avec des petits électrons qui tournent autour. Et comme nous avons de la suite dans les idées, on va zoomer sur cette réalité qui là est déjà une réalité qu'on va appeler subquantique. Subquantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réalité qui ne peut plus déjà être examinée à l'œil nu, mais non seulement à l'œil nu, il faut finalement, pour regarder la vie des atomes, il faut des instruments qui sont extrêmement perfectionnés, dont un, vous le connaissez tous parce que vous le payez avec vos impôts, c'est l'accélérateur de particules, le CERN, à Genève. Et donc, en fait, nous allons zoomer sur cet atome et nous allons retrouver finalement deux éléments qui sont l'électron, qu'on appelle une particule, et puis le noyau. Et le noyau, il est composé d'un assemblage de plein de particules, mais il a une caractéristique, ce noyau, c'est qu'il est extrêmement résistant. Il représente une énergie, c'est-à-dire une information, qui est considérable. Vous savez très bien que si on éclate un noyau d'atomes, on obtient une fission nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de matière. Et donc, on ne va pas le faire ce soir, bien évidemment. Ce serait ennuyeux pour la péniche de l'île. Hein? Mais en fait, si nous portons atteinte à ce noyau, vous portez atteinte à l'atome, vous portez atteinte aux macromolécules, vous portez atteinte à la cellule et vous portez atteinte au noyau. Ça vous explique que l'explosion nucléaire produit finalement la mort du monde vivant. Et là, vous voyez que tout est complètement lié et que l'état subquantique de la matière, qui est un état en contact profond avec l'information énergie, on reviendra dessus tout à l'heure, et bien cet état-là, bien évidemment, s'exprime aussi à l'intérieur du corps constitué. Voilà les trois états de la matière, et ces trois états-là, bien évidemment, vont finalement rayonner, puisqu'on parlait de cette vibration, le noyau et son électron, cette cellule-là, elle ne s'exprime pas en dehors de notre corps, mais elle rayonne à travers notre corps. C'est ce qu'on appelle l'aura.
Et donc, si nous prenons notre bonhomme, il va y avoir, de par cet état subquantique, de par cet état psychique, il va y avoir une forme de rayonnement de notre corps. Et ce rayonnement de notre corps va être plus ou moins intense en fonction des états, des différents états du corps. L'état physique, il va rayonner de façon relativement limitée, et donc ça va faire une espèce de halo autour du corps. Ensuite, vous allez avoir un état plus subtil qu'on va appeler l'état émotionnel. Et nous allons ensuite avoir un troisième état qui est la vibration la plus profonde, la plus large. Mais ces rayonnements-là, ce ne sont pas des corps qui sont à l'extérieur de nous. C'est le rayonnement de notre corps. Et vous en avez tous entendu parler, d'accord, hein. Ce sont finalement les corps éthériques, émotionnels et mentaux, qui sont la preuve finalement de notre cohérence et de notre bonne santé. Vous savez qu'il y a des systèmes que l'on appelle les effets kirlians qui permettent de déterminer la bonne cohérence de ces trois états. Si une matière physique, ne vibre pas de façon cohérente, eh bien vous aurez automatiquement une altération des corps énergétiques. Et donc ces corps énergétiques, on les appelle les corps subtils, mais ils vont avoir une caractéristique que vous connaissez très très bien. Ils vont fonctionner de façon synchrone les uns avec les autres, de façon à réunir, ce que nous avons montré ici, de façon constante. Et ce système de réunion porte un nom que vous connaissez tous. Ce sont finalement les chakras. Et ce terme de chakra, qui est un terme effrayant pour l'université, d'accord, nous allons lui donner un nom, hein, qui est un nom de physique fondamentale. On va les appeler des vortex. Et je vais vous expliquer pourquoi, et ça va vous expliquer aussi ce qu'est finalement le phénomène, le fonctionnement d'un chakra. Les vortex énergétiques, ce sont des centrifugeuses. C'est-à-dire, elles passent, je vais reposer le micro, ces centrifugeuses-là passent le temps, on va en faire une comme ça, ces centrifugeuses passent le temps à interpréter l'état le plus subtil de l'information pour finalement faire un état physique de l'information. C'est-à-dire que ces centrifugeuses prennent le système ondulatoire et ce système ondulatoire va devenir particule, c'est-à-dire va informer notre corps. Et en fait, ces vortex-là, ces chakras-là, ont une caractéristique, et c'est une caractéristique qui est connue depuis bien longtemps. Ils prennent appui le long de la colonne vertébrale à 5 mm en amont de la moelle épinière. Et en fait, la moelle épinière, elle baigne dans un liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien. Et il faut savoir que le liquide céphalorachidien est le seul liquide de notre corps à se renouveler toutes les 48 heures. Ça signifie que l'information, qui est une information subtile, vos téléphones, ce sont des informations subtiles, avant d'être interprétées, vous recevez les ondes, hein, et bien ces ondes-là vont être centrifugées dans votre corps et vont être métabolisées dans votre corps. Elles vont être digérées pour devenir des réalités formelles et des réalités qui donnent finalement l'information à votre corps physique. Ça va jusque-là? Oui. Je ne vais pas trop vite? Vous me dites si je vais trop vite. Hein, parce que... Donc nous avons vu ce qu'est notre corps. Donc maintenant on va se poser la question de qu'est-ce que l'énergie? Puisque nous avons dit tout à l'heure que l'énergie, c'était de l'information en mouvement. On va résumer la chose, c'est le docteur Brinette, qui a été mon prof il y a très longtemps, et qui a fondé, lui, l'éthiomédecine, qui est la maman de l'éthiothérapie. Et en fait, le docteur Brinette a été le premier à donner une définition de l'énergie. Et il avait dit l'énergie, c'est de l'information en mouvement. Il n'y a pas de définition physique fondamentale de l'énergie. Il n'y a qu'une définition de ses manifestations. Et les manifestations de l'énergie, c'est quoi? C'est l'expression du mouvement de l'information dans la matière.
Et donc, nous allons avoir dans la définition de l'énergie un vecteur, c'est-à-dire que ce sont tous les vecteurs qui vont transmettre l'information. Quand on parle d'information, on ne parle pas d'informe. Qu'est-ce que ça veut dire informe? Ça veut dire qu'il n'a pas de forme. Et si ça veut dire ce qui n'a pas de forme, comment peut-on imaginer que ce qui n'a pas de forme devienne forme? Eh bien, ça peut devenir forme parce que ce qui est le plus subtil va s'ancrer dans la matière. C'est-à-dire que l'information, le mouvement de l'information, va se transformer petit à petit en matière et en forme. Et en fait, l'énergie, la loi de l'énergie, va nous permettre finalement de mettre en évidence le passage de l'informe, du plus subtil, à la forme qui nous constitue. Et vous avez une forme qui nous constitue, à laquelle vous ne pensez pas, c'est le comportement. Notre comportement, c'est de la forme. Et ce comportement, il va être entièrement inscrit dans les interactions de nos mémoires, ce fameux inconscient. Donc finalement, l'inconscient, c'est de la forme qui n'est pas révélée. Et cette forme qui n'est pas révélée, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas inscrite dans notre corps. Elle l'est sous forme mémorielle, elle l'est sous forme subquantique. Les scientifiques cherchent la mémoire depuis des siècles. Ils cherchent la mémoire où? Où est-ce qu'elle est, la mémoire? Dans le cerveau. Eh bien, elle n'est pas dans le cerveau. Parce que si la mémoire était dans le cerveau, on serait tous hydrocéphales. Vous vous rendez compte un peu la quantité de mémoire que nous portons? Parce que l'information, nous l'engrammons dans notre corps 24 heures sur 24, finalement, sans arrêt, et ce sont les fameux vortex qui permettent cette intégration constante. Ça veut dire que si toutes ces mémoires-là étaient inscrites uniquement dans le cerveau, vous vous rendez compte de ce qui se passerait dans ce cerveau. Par contre, réfléchissons. Dans le livre, je dis, soyons curieux. Si finalement, nous envisageons les choses sous forme vibratoire, ondulatoire, fréquentielle, ça ne prend pas de place. Les mémoires de votre téléphone, ce sont des mémoires fréquentielles. Votre téléphone, il a des mémoires considérables, il n'est pas très gros. Les puces silice, elles sont toutes petites. Et bien, ce sont des phénomènes de résonance. Et le cerveau, on ne va pas s'y étendre, mais le cerveau, c'est la fonction qui permet la révélation de l'information. Le cerveau permet de formaliser l'information. Mais en fait, la mémoire informelle, elle est inscrite dans toutes nos cellules, elle est inscrite de façon subquantique dans la totalité de notre corps. Ça vous explique, déjà en partie, comment fonctionnent les médecines holistiques. C'est-à-dire les médecines holistiques, elles fonctionnent pourquoi? Parce qu'elles prennent la globalité. Comment peut-on prendre la globalité? Eh bien parce que sur le plan fréquentiel, toutes nos cellules sont en résonance avec l'état cohérent de notre corps. Et la plus petite cellule est témoin de l'état cohérent de notre corps. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça enlève le côté magique de ce que l'on trouve dans les médecines énergétiques. Vous prenez par exemple l'acupuncture. L'acupuncture, vous allez avoir un travail qui va se faire sur ce qu'on appelle les courants de surface à travers les méridiens. Et les points d'acupuncture, vous savez ce que c'est? Ce sont des vortex. Et les points d'acupuncture vont finalement être potentialisés ou être drainés, c'est-à-dire qu'ils vont gérer, immobiliser, permettre la digestion de l'information à travers les courants de surface. Et ces fameux courants de surface, c'est quoi? Eh bien, ce sont finalement les courants qui se développent entre le premier corps subtil et le corps physique. Vous voyez qu'on est en train de démystifier quelque chose qui nous paraissait complètement mystérieux ou magique. Donc, ce problème d'énergie, on sait maintenant que c'est de l'information en mouvement, on va s'apercevoir que le problème de l'énergie, que l'éthiothérapie va gérer, c'est un problème de transfert d'information, c'est un problème de dynamique. Et en fait, nos corps, la cohérence de nos corps, c'est un problème de dynamique. Et cette dynamique-là, elle va finalement nous permettre de digérer les informations, d'accord, ou de les stocker, ou de les refuser. Mais en tous les cas, ce système fréquentiel va être le système qui va nous permettre de faire face à toutes les informations que nous recevons. Et nous avons des informations fondamentales qui n'appartiennent pas à l'humain, à l'intelligence de l'humain.
ces informations-là, ça s'appelle les 4 forces fondamentales. Et je voudrais vous en parler parce qu'elles sont en interaction aussi avec nos corps, bien que nous n'y prêtions pas attention. Et en fait, ces 4 forces fondamentales, on y a déjà fait allusion tout à l'heure. Vous avez finalement la force qui permet aux particules constitutives du noyau de rester assemblées. Donc cette force-là, elle s'appelle force nucléaire forte, et c'est elle qui permet finalement la constitution de la matière. Mais cette force, elle est considérable, et pourtant, nous ne la sentons pas, et nous ne la voyons pas. Ensuite, nous avons une autre force, qui s'appelle la force nucléaire faible, qui est celle qui relie notre petit électron au noyau. Et cette force-là, c'est la force électromagnétique. Et c'est la force nucléaire faible, c'est la force qui permet finalement la cohésion de l'atome. Ensuite, nous avons, donc celle-ci non plus, elle ne nous est pas accessible, mais à la limite, dans certaines conditions, on peut déjà travailler dessus sans créer de cataclysme. La troisième force, vous la connaissez tous, c'est la force électromagnétique. Et la force électromagnétique, c'est celle qui va permettre aux atomes de se relier les uns aux autres. Et il y a une définition de la biologie du vivant, c'est finalement la force électromagnétique qui permet l'évolution et l'existence de la biologie du vivant. S'il n'y avait pas d'électromagnétique, il n'y aurait pas de matière vivante. Pourquoi ? Parce que l'électromagnétique permet l'assemblage des atomes les uns avec les autres, donc permet de construire la réalité finalement du monde vivant. Et puis, donc la force électromagnétique, et puis il y en a une quatrième que vous connaissez bien et que vous pratiquez tous les jours, et que notre astronaute Pesquet, quand il est revenu de l'espace au bout de 6 mois, eh ben, il est resté assis, il ne pouvait pas se lever, et qu'est-ce qu'il subissait ? Il subissait la pesanteur, 9,81 newtons, c'est-à-dire finalement cette force qui baigne tout l'univers. Et cette force-là, bien évidemment, elle va avoir une action constante sur nous. Elle a une action sur tous les éléments qui nous entourent, les marées, toutes ces choses-là, finalement, sont influencées. Et donc, vous avez toujours une interaction constante dans nos personnes, dans nos corps, finalement, entre les 4 forces fondamentales. Et ce sont ces 4 forces fondamentales qui vont régenter, réglementer, réguler, en fait, tout ce qui va concerner l'informe, qui devient forme. Voilà pour l'énergie. Ai-je oublié quelque chose ? Non. Et donc maintenant, nous allons arriver à qu'est-ce que la maladie ? Et ça va être très simple. Puisque nous sommes une dynamique. Nous sommes une dynamique complexe. Nous sommes dans un corps complexe. Et ce corps complexe-là, il va être finalement un agencement de forces en interaction et surtout de traitement de l'information. Et donc la maladie, dans cette complexité du corps sur laquelle je vais revenir, eh bien, la maladie, ça va être une incohérence de la gestion de l'information dans notre corps. Alors vous allez me dire, ben oui, si par exemple on développe, je ne sais pas moi, une maladie du sang, eh bien on voit bien que cette maladie du sang, elle va être inscrite de manière protéinique sur des défauts génétiques, et ces défauts génétiques-là vont empêcher le sang de transporter l'oxygène d'un endroit à un autre, ou de faire sa fonction véritable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette petite incohérence, qui va être une incohérence de gestion de l'information, va avoir des conséquences importantes, qui vont être les conséquences de la pathologie. Mais nous allons nous pencher plus précisément sur un aspect qui est celui du traitement de l'information. Parce que l'information, elle est subtile, l'informe devient forme. Et si on est en contact, nous, personnellement, avec des mémoires de souffrance, la perte d'un être cher, par exemple, cette information, elle rentre au fond de nous. Est-ce que nous sommes aptes à accepter ce qui est inacceptable ? On n'accepte pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Pour continuer à garder une cohérence dans notre système complexe, on va créer des systèmes pour réguler cette information. Et on va la réguler de quelle manière ? On va la réguler de façon
fréquentielle. Et en fait, cette façon fréquentielle de le réguler porte un nom qui s'appelle système auto-compensé. Ils se suffisent à eux-mêmes et nous sommes des assemblages constants dans le monde physique, dans le monde biologique et dans le monde psychique de systèmes autocompensés emboîtés avec d'autres systèmes compensés. Le déni psychologique, eh bien, le déni, c'est quoi? C'est si on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est, d'accord, c'est une incohérence. Eh bien, pour gérer cette incohérence et s'adapter, on va s'appuyer sur une réalité corporelle et une réalité biologique de la personne, on va s'appuyer sur un système complexe. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est un système succinctement, ce qu'est un système complexe, de façon à bien comprendre comment nous régulons l'information au fond de nous. Un système complexe, c'est un système qui va permettre de s'adapter à longueur de temps. Et tout à l'heure, on a dit que nous étions faits de 99% d'eau, c'est-à-dire que ce liquide-là va permettre à nos corps de s'adapter. Mais notre corps va s'adapter aussi parce qu'il a quand même une structure physique. Et cette structure physique, à travers l'expression biologique, va aussi finalement gérer les informations que nous ne pouvons pas métaboliser. Et le système complexe, c'est l'interaction d'une multitude d'organes, d'une multitude de systèmes emboîtés les uns dans les autres, qui font que quand un problème se pose à un endroit, tout le reste du système va favoriser l'adaptation. Et donc les systèmes complexes sont les seuls systèmes qui permettent à la vie d'évoluer. Un système simple, avec deux participants, ne peut pas s'adapter. Dès qu'un système commence à être finalement dans une structure ternaire, il va pouvoir commencer à s'adapter. Et cette adaptation-là, elle va permettre une des lois de la biologie, qui est l'évolution. Il y a trois règles dans finalement le monde vivant, qui sont, Catherine, l'autonomie, l'adaptation et l'évolution. C'est la caractéristique finalement de notre monde et du monde vivant. C'est parce que finalement nous avons la possibilité de s'adapter, de nous adapter, que l'humanité évolue. Et que finalement, vous savez, Darwin a longuement parlé de l'évolution, et cette évolution-là, elle se faisait selon les lois contradictoires du monde extérieur. Et maintenant, il est démontré que ces lois contradictoires du monde extérieur s'expriment, c'est vrai, mais elles s'expriment aussi en face d'une réalité biologique qui est la capacité à s'adapter. Et cette capacité à s'adapter, elle appartient à notre autonomie et pas au bon vouloir du monde extérieur. Et donc, cette gestion d'un système complexe, vous la vivez tous les jours, et elle porte un nom, c'est un nom très paradoxal, c'est ce qu'on appelle la stabilité dynamique. Est-ce que vous avez déjà vu une stabilité dynamique? Est-ce que vous avez vu un objet qui se déplace sur place? C'est complètement paradoxal. Et bien finalement, nous sommes, nous, des systèmes qui vivons la stabilité dynamique. Et ça porte un nom en médecine, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire que l'homéostasie, notre système de régulation, fait qu'on n'a pas le droit de descendre en dessous de 25 degrés. Et non, c'est 37. Donc on peut descendre à 25 dans des conditions limites. Et notre corps ne nous demande pas notre avis. Si nous avons un incident extrêmement important qui met notre vie en danger, notre corps ne nous demande pas notre avis, on nous met à 25 degrés. Et en fait, ça vous explique pourquoi maintenant, en médecine, d'urgence, d'accord, souvent, on va mettre les gens en coma artificiel, parce que comme ça, finalement, ils sont à des températures qui sont beaucoup plus faibles et ils consomment beaucoup moins d'énergie. Et ils peuvent donc s'adapter autour des choses essentielles, qui sont le système nerveux, le système respiratoire. Et donc, en fait, cette stabilité dynamique, l'homéostasie, est la caractéristique aussi du monde vivant. Et le monde vivant, c'est un monde, donc, paradoxal. Et le premier paradoxe que l'on va mettre en évidence, c'est celui de vous dire que la pensée crée de la forme.
Oh, eh bien oui, mais c'est pas toujours évident quand on regarde ça comme ça. Ça veut dire que si nous pensons, vous savez que vous avez des philosophies où vous pouvez créer des choses ou influencer le monde extérieur simplement par la puissance de votre pensée. Eh bien, cette capacité pour la pensée à créer de la forme, c'est finalement un résultat que l'on peut expliquer à travers le changement de paradigme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que ça va? Oui. Oui? Je ne vous ai pas trop bousculé? Non. Bon, alors on peut continuer. C'est presque fini. Donc la pathologie, eh bien, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la bonne gestion de l'information. Et cette bonne gestion de l'information, c'est comme si vous mangez un concombre. Si je vous parle de concombre, vous voyez un légume vert, ayant une certaine forme, d'accord, hein, mais le corps, lui, c'est pas le concombre qui mange. D'accord, hein. Le concombre va être digéré, c'est-à-dire il va redevenir, finalement, la constitution moléculaire, qui est une constitution moléculaire stabilisée. Et en fait, finalement, notre corps va passer son temps à gérer les informations subquantiques, les informations biologiques et les informations physiques. Et il va le gérer de la façon la plus cohérente possible. Je dis souvent qu'il n'y a pas de masochisme. Ça n'existe pas. Ça existe dans la nosographie des psys, mais en fait, finalement, vous froncez les sourcils, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de masochisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Le masochisme est le fruit d'une mauvaise gestion de nos cohérences. C'est-à-dire que c'est une conséquence, mais fondamentalement, l'être humain n'est pas maso. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'être humain, dans sa cohérence, a tous les moyens de se protéger, soit par la défense, soit par la fuite, d'accord, hein, des agressions du monde extérieur. Que ce soit les agressions au sens subquantique, comme les agressions au sens physique. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une pathologie psychique comme le masochisme existe, ou des pathologies organiques existent, c'est parce que le corps n'arrive pas à s'adapter. Et il n'arrive pas à s'adapter pourquoi? Parce qu'il a inscrit dans ses mémoires passées des réalités qu'il n'arrive pas à digérer. Autrement, notre capacité adaptative permet à nos personnes, finalement, de nous adapter au cours des années. Je ne sais pas combien de siècles on vivra dans quelques siècles, hein, mais l'humain a la capacité de vivre de plus en plus longtemps parce qu'il a une capacité adaptative de plus en plus grande. Ce qui fait la force paradoxale de l'humain, c'est sa capacité adaptative. Et vous avez un exemple typique d'une adaptation que le corps a mis en place à travers les pollutions qui sont les pollutions subquantiques, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Vous connaissez? La vache folle. Ça me fait penser à une chose. Vous connaissez la différence entre les ruminants et nous-mêmes? C'est que les ruminants ont une panse, alors que nous pensons. C'est-à-dire que le ruminant, il peut finalement régurgiter ce qu'il a absorbé pour pouvoir finalement en rejeter ce qui ne lui plaît pas ou métaboliser ce qui lui plaît. Eh bien nous n'avons pas de panse, sauf qu'à un certain âge on commence à en avoir, mais en fait on a surtout la pensée qui nous permet, avec les systèmes autocompensés, de réguler tout ce qui est de l'ordre de ce qui nous dérange. Et cette régulation-là, eh ben c'est elle, si elle est déficiente, qui va créer la pathologie. Donc vous aurez des pathologies qui sont des pathologies de physique, par défaut finalement d'assimilation physique. Vous aurez des pathologies du biologique, qui sont des pathologies du milieu liquidien, et vous aurez des pathologies du psychisme. Et en fait, le tort de la médecine, pas de la médecine chinoise ou des médecines holistiques, c'est de traiter les pathologies psychiques avec une vision du psychique, les maladies biologiques avec uniquement une vision du liquidien, et les pathologies du physique uniquement avec une vision physique. Si nous envisageons les choses de façon globale, eh ben nous aurons finalement une fluidité beaucoup plus grande et on pourra rétablir cette fameuse cohérence qui permet à nos personnes de nous adapter. Et donc, nous avons bien défini ce qu'est le corps, nous avons bien défini ce qu'est l'énergie, nous avons bien défini ce qu'est la pathologie, et bien maintenant, nous sommes là pour définir ce qu'est la thérapie. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapeutique? Ça va être très simple. C'est permettre de rétablir la bonne cohérence et la bonne fluidité de l'information dans le corps. Et ce rétablissement-là, eh ben, il va être fait parce que nous allons identifier, avec les outils qui sont
propres à l'éthiothérapie, mais il y a d'autres thérapeutiques qui sont des thérapeutiques énergétiques. Nous allons identifier les mémoires ou la mémoire, la cause originelle, qui est inscrite dans notre corps et qui nous empêche de s'adapter. Et donc nous allons l'identifier bien évidemment, soit comme étant des mémoires émotionnelles, soit comme étant des mémoires vibratoires, mais beaucoup plus profondes que l'émotionnel. Vous allez retrouver bien évidemment les mémoires transgénérationnelles, parce que les mémoires transgénérationnelles, hormis quelques pathologies qui sont des pathologies génétiques, les mémoires transgénérationnelles, elles sont toutes vibratoires, elles sont toutes finalement informationnelles, et il y en a très très peu qui sont génétiques. Une pathologie génétique, c'est une pathologie bien évidemment qui va montrer un défaut constitutif des chromosomes, du génétique. Mais vous avez beaucoup d'informations, puisque l'information, la pensée peut créer des formes. Vous avez beaucoup de pathologies transgénérationnelles qui ne sont absolument pas génétiques. Et la manière de conduire la médecine aujourd'hui amène par exemple nos amis américains à enlever des seins à des jeunes gamines de 16 ans sous prétexte que la maman et la grand-mère a développé des cancers du sein. Et alors on vous dit le cancer c'est génétique. Le cancer c'est pas génétique. Le cancer c'est informationnel. Bien sûr qu'à un moment donné, cette information va avoir une influence sur le génétique. Mais va avoir une influence pas sur le génétique codant, va avoir une influence sur le génétique qui est à remodeler constamment. Ce sont les 97% de chromosomes que nous avons, de chromatines que nous avons, qui sont des chromosomes qui ne sont pas totalement définis. Et l'éthiothérapie a une action sur ce lieu-là, puisque c'est le lieu de la biologie, c'est le lieu d'ancrage et d'incarnation de l'information. Et donc finalement, la thérapeutique, ça va être quoi? Rétablir une cohérence pour pouvoir nous permettre de métaboliser les informations qui nous ont conduits. C'est-à-dire qu'on fait des dénis psychiques, on en fait des biologiques et on en fait des physiques. Et on fait des systèmes autocompensés qui nous permettent de se sentir bien. Mais en fait, finalement, quand la pathologie apparaît, elle est le fruit d'une incohérence à un certain niveau, ou de plusieurs incohérences. Vous allez avoir un facteur déclenchant qui va faire que l'information s'immobilise ou au contraire se libère brutalement, et vous verrez à ce moment-là apparaître des pathologies plus ou moins importantes liées à ce débordement d'adaptation. Et donc l'éthiothérapie, ça va être cette thérapie qui, par l'intermédiaire de cet outil qui est le pouls, va trouver, par l'intermédiaire aussi d'un autre lieu qui est l'oreille. Vous avez tous remarqué, pour ceux qui ont fait de l'éthiothérapie, parce qu'il y a beaucoup de patients de mon ami Frédéric qui sont là. Et en fait, l'éthiothérapeute utilise l'oreille parce que l'oreille a la capacité, comme la main, comme la langue, comme le pied, d'être dépositaire de l'information globale de la personne. Ce qui fait qu'en se reportant sur l'oreille, on peut voir, on peut interpréter quel est le type d'information qui va être exprimé à travers le pouls. Mais on n'est pas là pour parler technique, on est là pour parler de la philosophie de l'éthiothérapie. Ne nous perdons pas dans la technique. Et donc, je vais vous faire un schéma qui va vous montrer comment, finalement, se passe cette gestion de l'information et ce principe de métabolisation. Si la métabolisation se fait, nous devenons, finalement, l'expérience historique qui a été vécue. Si vous avez quelque chose qui, sur le plan existentiel, vous frappe, tant que vous n'en acceptez pas la réalité, vous ne pouvez pas la métaboliser. Et si vous ne la métabolisez pas, l'information, elle est quand même là, et bien vous l'avez stockée. Et vous la stockez parfois pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans. Et puis à un moment donné, pouf, elle ressort. Et en fait, c'est cette information-là, quand elle commence à ressortir, qui attire votre attention et qui fait que vous allez voir l'éthiothérapeute qui, lui, finalement, va identifier quelle est l'information mémorielle qui s'est inscrite chez vous il y a déjà très longtemps. C'est pour ça, parfois, que vous nous entendez dire, en tant que thérapeute, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 3 ans, ou qu'est-ce qui s'est passé à 10 ans, ou finalement, cette information-là, qui est une information de souffrance, elle s'est inscrite chez vous à cet âge-là. Et bien, ça vous explique comment on peut le trouver, parce que finalement, c'est de la mémoire. Et que la mémoire, elle est absolue dans le temps, et elle est absolue dans sa qualité.
ce que vous vivez à 3 ans, ce que vous vivez dans la vie intra-utérine, quand vous le vivez, ça s'inscrit chez vous qualitativement dans l'état où vous le vivez au moment où vous le vivez. Ce qui veut dire que quand l'éthiothérapeute va la retrouver quand vous avez 60 ans parce que vous avez développé une pathologie, et ben vous allez retrouver finalement à 60 ans l'information telle qu'elle a été inscrite chez vous à l'âge de 3 ans. Et comme cette information est là, dans sa qualité même, vous pouvez enfin la métaboliser. Le thérapeute va vous aider à la métaboliser. Alors vous savez, on dit dans la sphère de la psychologie, on dit que notre psychisme est avéré, c'est-à-dire est construit pendant les 9 mois de la vie intra-utérine et pendant les 3 premières années. Après, tout est dit. On ne fait que répéter pour comprendre les choses, c'est-à-dire les événements de la vie viennent nous percuter pour nous aider à comprendre. Vous voyez que philosophiquement, ça change déjà notre manière de regarder la vie. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 9 mois de la vie intra-utérine, sur le plan informationnel, ils sont considérables. Parce que l'enfant rencontre les mémoires transgénérationnelles, il rencontre les états finalement extrêmement importants du couple au moment où l'enfant finalement se constitue, et il rencontre aussi tout ce que déjà le petit embryon, le fœtus, puis ensuite quand il est sorti du ventre maternel le nourrisson, va faire déjà de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit. Et en fait, tout ça, bien évidemment, quand le petit homme, l'embryon, est dans le ventre maternel, il n'a pas de cerveau. Il n'y a pas de matière grise. Et pourtant, il engramme la mémoire. Et l'avantage de travailler la mémoire, l'avantage de travailler à partir de la mémoire, c'est que nous travaillons en dehors du temps et de l'espace. Nous travaillons sur la mémoire subquantique. Et ça nous permet d'aller chercher ce qui est le plus enfoui dans notre inconscient. Donc je vais vous faire le schéma maintenant du mode de fonctionnement que nous avons tous, qui est la métabolisation et la gestion de l'information, et je vais vous indiquer l'endroit où l'éthiothérapie agit. C'est bien ce qui me semblait. On va mettre un petit peu d'eau. En fait, c'est des marqueurs. C'est pas que des vélénas. Ah oui, les feuilles de vélénas, mais moi je ne suis pas vélénas. Ben oui, heureusement, il y a tout à l'eau. Mon avis, il ne va pas être facile, c'est des marqueurs. C'est du marqueur. Je craignais, c'est bien ce que tu sais, pendant les cours, souvent, je voulais faire je suis vraiment désolé. Non, c'est pas le premier. C'est pas quoi? Voilà. C'était un truc du papier. Mais ils sont spéciales, la prochaine fois. machin. La prochaine fois, c'est Il n'y a pas une question là pendant que je... Voilà. Parce qu'on est en train de dialoguer tous les deux. Patrick, oui. Je veux dire que bon, l'homme, les individus sont chargés d'une mémoire énorme, colossale, avec tout ce qui s'est passé dans l'antériorité. On va passer les souffrances. Ne parlons pas de la Shoah, bien sûr, mais tout ce qui se passe comme élimination génétique, etc. Mais bien sûr. Bien sûr. Il a des capacités à s'adapter. Mais bien sûr. Mais vous voyez, à regarder les choses de cette manière-là, vous prenez conscience, finalement, de ce qu'est la mémoire de l'humanité. Et nous, quand on travaille en éthio, on identifie les souffrances de mémoire de l'humanité. Et en médecine, il y a quelque chose qui est pratiqué beaucoup chez les homéopathes, ce qu'on appelle l'identification des grandes diathèses. Il faut savoir, par exemple, que la peste est inscrite génétiquement chez nous. La peste, oui, Monique. D'accord, vous vous rendez compte? La peste, la tuberculose. Bon, personne n'a la peste ici. Ouais, vous êtes... Oh, merci. La peste, c'est le choléra aussi? Oui, le choléra aussi. Vous
C'est transmis par les rats, par la Seine, etc. Ça rentre dans les bateaux. Non, il y a un monsieur qui s'appelle Charon qui disait que l'électron, c'est-à-dire la particule, est dépositaire de la mémoire de l'humanité. Si on conçoit les choses comme je viens de vous les montrer, on peut le comprendre beaucoup plus aisément. C'est pas magique, c'est pas mystérieux. Ce qui ne veut pas dire qu'on a tout compris dans le monde quantique. Entendons-nous bien. Qu'est-ce que c'est que l'informe et comment l'informe devient forme? Ça, on n'a pas encore bien compris. Mais nous, on est dans la médecine, on est dans la thérapeutique. Alors, je vais enfin pouvoir vous faire ce joli schéma. Ça, c'est nous. Là, on n'a pas mis les yeux, les cheveux, etc. C'est nous. Et en fait, nous vivons dans un monde qui donne des informations à longueur de temps, on l'a vu tout à l'heure. Donc cette information, elle est extérieure à nous, et ici nous avons notre cohérence propre, c'est-à-dire notre réalité d'évolution et d'adaptation. Et là, dès le premier moment, que ce soit un mot d'amour ou que ce soit un mot de haine, vous allez avoir ce qu'on appelle une contradiction. C'est important à comprendre parce que la contradiction, c'est le fait que deux réalités qui se rencontrent sont irréductiblement différentes, donc elles vont interagir ensemble, mais elles ne vont pas pouvoir finalement devenir ou l'une ou l'autre. Ça vous explique quelque chose que vous connaissez bien, c'est le fonctionnement de la membrane. La membrane cellulaire, toutes les membranes, et notre corps qui est de même, va filtrer ce qu'il reçoit. Et ce système contradictoire, bien évidemment, va créer, à travers la membrane, un passage de l'information. Et cette information, elle va être vécue positivement ou négativement. Pas forcément au sens moral du terme, simplement au sens contradictoire. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui a joué au loto et qui a gagné 900 millions d'euros. Il a gagné... Non, vous ne la connaissez pas. Hein. Bon, c'est rare. Hein. Mais ce monsieur qui a gagné 900 millions d'euros, il est à table, il est en train de dîner avec sa famille, et à un moment donné, à la télévision, il y a le numéro gagnant qui s'affiche. Et le gars fait une crise cardiaque. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas jouer au loto. Alors, pourquoi? Parce que l'information est rentrée directement, il n'y a pas eu de système contradictoire, et il n'a pas pu prendre ses dispositions. Pourtant, c'est une bonne nouvelle. D'accord? Et finalement, cette information-là, eh ben, elle peut être donc vécue, j'allais dire positivement, ou négativement. Alors on va prendre l'hypothèse, on va la dessiner en vert, on va prendre l'hypothèse de mémoire positive. La mémoire est positive, elle ne nous pose pas de problème, on va la digérer, donc on la digère, d'accord, et elle devient une expérience. C'est-à-dire qu'elle nous enrichit. Pas de problème. C'est-à-dire qu'on comprend des tas de choses. Le petit homme, il fait des bêtises, et puis il enregistre les choses, et en fait, finalement, il grandit. Et puis, vous avez une autre hypothèse, c'est que cette mémoire, elle n'est pas très agréable. Et cette mémoire, comme elle n'est pas très agréable, on n'a aucune envie de la métaboliser, ou on a beaucoup de mal pour la métaboliser. Donc pour pouvoir la métaboliser, on va créer, ce dont je vous parlais tout à l'heure, on va créer un système auto-compensé, qui se suffit à lui-même. Et puis là, on a mis cette mémoire négative qui nous ennuie. Et cette mémoire négative, je fais des petites flèches comme ça, parce qu'elle est parfaitement identifiée, mais elle est parfaitement neutralisée. Vous avez des gens qui perdent un être cher et qui vous disent, au bout de 10 mois, ça y est, j'ai fait mon deuil, etc. Mais en fait, le vrai deuil, c'est l'identification et l'acceptation de cette souffrance. Et vous avez beaucoup de gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps, d'accord, pour métaboliser cette souffrance. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont créer des sacs et ils vont vous dire, ça y est, j'ai fini mon deuil. Ils ne ressentent plus
la souffrance en tant que telle. Mais en fait, cette souffrance-là, elle est restée immobilisée. Elle est information potentielle. Et donc, pour terminer cette prestation, l'éthiothérapie va être finalement l'endroit qui permet de lever le sac et de recycler l'information pour devenir expérience. Alors, il est évident que ce qui s'est inscrit dans l'état biologique, puisque c'est l'exemple typique et c'est le lieu le plus parfait de l'adaptation, ce qui est dans les systèmes autocompensés du biologique, ça va se transformer très rapidement. C'est pour ça que l'éthiothérapie a une action remarquable sur l'inflammation. L'inflammation, toutes les opérations par exemple ophtalmiques, si vous faites des séances d'éthiothérapie, vous avez des opérations ophtalmiques qui ont très très peu d'inflammation. Moi je suis dentiste de formation, à l'époque on faisait des lambeaux, enfin des chirurgies un petit peu ennuyeuses. Vous savez qu'en bouche vous avez des réactions inflammatoires qui sont très grandes, et bien l'éthiothérapie a une action qui est absolument remarquable. Mais ça c'est l'état biologique de la matière. Maintenant si c'est dans l'état physique, vous prenez par exemple toutes les scléroses, quand vous prenez, l'état physique sera beaucoup plus difficile, bien évidemment, à remanier. Par contre, l'éthiothérapie aura une action énorme quant à l'adaptation de la personne par rapport à sa pathologie. C'est pour ça, par exemple, que sur les scléroses en plaques ou les pathologies de sclérose, vous aurez un ralentissement considérable de l'évolution, parfois même un arrêt de l'évolution, mais rarement, bien que sur un plan théorique on pourrait le penser, mais vous avez rarement quand même un retour en arrière. Et l'exemple le plus caractéristique, puisque je suis dentiste de formation, c'est quand on vous retire une dent, c'est pas parce qu'on fera de l'éthiothérapie que votre dent repoussera. Voilà. Donc voilà le lieu de travail, voilà ce qu'est l'éthiothérapie. Donc maintenant je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Vous ne disputez pas, j'adore les questions. Voilà, il est 9h20, on a 40 minutes. Micro, vous avez la web. Le micro. Le micro. Il y en a un autre là-bas. Ah oui, comme ça, vous voulez que je réponde. Non, c'est pas ça. Vous Oh bon, on va voir. Souvent, j'arrive à répondre sans tableau. Allô, bonsoir. 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 En fait, j'avais une question par rapport à quand vous expliquiez tout à l'heure au niveau même de l'embryon, qui commence déjà, avant même d'avoir un cerveau, à recevoir des informations au niveau du transgénérationnel, et qu'avec l'éthiothérapie, on avait la possibilité donc de travailler sur toutes ces mémoires qui sont accumulées. Quelle est la différence entre l'approche que vous avez expliquée là par rapport aux membranes et là où agit l'éthiothérapie, par rapport à d'autres approches transgénérationnelles comme celle de la psychogénéalogie, par exemple, d'Anne Ancelin, qui inclut aussi peut-être aussi tous les aspects sociaux. Vous parliez tout à l'heure de choléra, etc. Elle, souvent, elle remonte jusqu'à la Révolution française pour expliquer comment on a incorporé certaines, non seulement familiales, mais aussi sociétales. Oui. Ou alors, encore, peut-être une approche comme celle de Dolto, qui travaillait beaucoup avec les enfants. Comment est-ce que... Alors, la grande différence, elle n'est pas dans l'identification du problème. D'accord ? Dolto, quand elle travaille avec les enfants, elle identifiait les problèmes, et puis vous avez effectivement, sur un travail transgénérationnel, en psychogénéalogie, vous allez pouvoir identifier les informations. Le problème, ce n'est pas de l'identifier, le problème, c'est de mettre en route cette information pour qu'on puisse la métaboliser. Et c'est pas parce qu'on vous l'a dit, c'est pas parce qu'on vous l'exprime, c'est pas parce qu'on vous l'explique que vous avez la possibilité de la métaboliser. Parce que le système autocompensé que vous avez fait n'est pas un système autocompensé qui va forcément lier l'intelligence d'interprétation. Ça pas une douleur, par exemple, qui est une douleur affective profonde, d'accord ? Vous allez mettre plusieurs sacs, vous allez distribuer la chose. On va vous expliquer, mais une fois qu'on vous l'a expliqué, est-ce qu'on a véritablement ouvert les systèmes fréquentiels qui permettent de métaboliser la chose ? Ce que vous savez, ce que l'on sait, n'est pas forcément compris en tant que tel. Est-ce que vous comprenez ? Et ça, c'est vrai même quand on va à la cause originelle dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le traumatisme initial. Aller à la cause originelle est une excellente chose, c'est déjà la moitié du trajet. D'accord ?
Mais, et donc qui va favoriser l'acceptation de la chose. Mais il faut bien voir que nous mettons un système qui est un système fréquentiel. Ce n'est pas notre intelligence qui met les choses, c'est un système fréquentiel. Donc si vous avez par exemple en psychanalyse ou en travail de psychogénéalogie, si vous avez une identification de la cause originelle, et si par une alchimie de la relation thérapeutique, vous avez la possibilité d'aider la personne à ouvrir le système, il n'y aura pas de problème. Ça vous explique pourquoi en psychanalyse, par exemple, vous avez des gens qui font des trajectoires considérables, hein, et en relativement peu de temps. Mais ça vous explique aussi que très fréquemment, la psychanalyse, il en faut 15 ans pour nous aider à accepter. Alors que là, quand vous trouvez la cause originelle, vous la trouvez au sens explicatif, mais vous la trouvez aussi au sens implicatif, c'est-à-dire que vous ouvrez les systèmes vibratoires fréquentiels qui ont stabilisé. Nous travaillons de l'information, nous ne travaillons pas de la psychologie. Ok ? Mais comment on peut ouvrir cette information? Si. Je suis d'accord. Avec la lumière dans les yeux. Donc, je demandais justement, et sans vouloir revenir à la technique, mais comment est-ce qu'on arrive à ouvrir ces petits sacs? Sans revenir à la technique, mais comment on fait quand même? Non, mais la technique, elle est intéressante. Et Marivonne, elle essaie de contourner la... On a dit qu'on ne parlait pas de technique. Hein. Bon. Alors, comment on fait? Il faut savoir que notre corps connaît profondément, sur le plan vibratoire, puisque notre aura et nos corps subtils sont témoins de la métabolisation ou l'immobilisation de l'information dans notre corps. Ça signifie que quand nous allons chez le thérapeute et qu'on s'allonge, notre corps donne déjà l'information. C'est notre inconscient. Comme je dis, moi, mes petits camarades que je forme, les patients, ils viennent nous voir pour qui on est, pas pour ce qu'on sait faire. Ça signifie que les rencontres, sur le plan vibratoire, elles sont déjà porteuses, finalement, de l'information. Et cette information-là, bien sûr, nous allons l'identifier et nous allons la cerner par l'intermédiaire du pouls. Et en fait, quand nous allons poser des questions au corps, le corps, par l'intermédiaire du pouls, va répondre. Je n'irai pas plus loin sur le plan technique, mais ce n'est pas quelque chose qui est quelque chose de magique, c'est parfaitement compréhensible par, finalement, la physique quantique. Mais alors, les petites plaquettes que vous utilisez, qui bougent, qui sont... Ouais. Nous, on s'est connus quand je faisais de l'éthio, j'étais moniteur en éthiomédecine. Ensuite, ça a beaucoup changé. On n'a plus beaucoup de plaquettes maintenant. D'accord, hein? C'est-à-dire que nous avons la possibilité de comprendre, les choses sur un plan fréquentiel sans avoir besoin de ces plaquettes. Donc on a finalement, des repères qui nous permettent de savoir sur quoi nous travaillons, dans quelles conditions nous travaillons, et surtout, nous sommes à même à prendre l'information, mais cette information, c'est le patient qui nous la donne. Ce n'est pas un travail de voyance. On ne rentre pas dans la cohérence de la personne. Par l'intermédiaire du pouls et par l'intermédiaire du discernement que nous avons avec les outils que nous avons, nous identifions l'information que le patient nous donne. Ce qui vous explique pourquoi on n'a pas besoin de 46 000 outils, d'accord, hein, premièrement. Et deuxièmement, nous ne sommes pas dans l'interprétation, nous sommes dans l'identification. Okay, et que cette identification-là, une fois qu'elle a été donnée, le patient a la possibilité sur le plan fréquentiel de la métaboliser. Je pourrais vous l'expliquer si vous revenez... Le patient la couvre lui-même. Le patient fait le travail. Vous savez que ce n'est pas l'éthiothérapeute qui fait le travail de la conscience. Hein. C'est le patient. Nous, on identifie la chose, on redonne l'information au patient, et le patient va la métaboliser. Il y a un schéma que je fais très fréquemment à mes petits camarades, c'est le schéma de la mutation. Qu'est-ce que c'est qu'une mutation? Une mutation, c'est une compréhension. Le schéma de la mutation, vous allez voir. Oui. Je vais vous faire le schéma de la mutation et vous allez comprendre quel est votre rôle et quel est notre rôle. Et que ces deux rôles-là se rencontrent à un endroit
qui est un endroit, qui est l'endroit de la mutation. Ça, c'est le plan de notre évolution. Je ne marque pas le temps, on pourrait le marquer. Et en fait, finalement, nous allons rencontrer une compréhension. L'éthiothérapeute va travailler, va identifier à 3 ans, vous avez subi un choc dont vous ne vous souvenez pas, mais qui est là, le pouls nous le dit. Et en fait, finalement, vous allez avoir cette information subquantique, qui elle n'est pas très droite. L'information subquantique, elle est très droite. La mienne, c'est soir, elle n'est pas très très droite. Cette information subquantique, elle percute notre conscience. Et en fait, le premier temps de la mutation, c'est la compréhension. Ça, ceux qui font du transgénérationnel, etc., il n'y a pas de problème, ils expliquent, d'accord ? Mais l'explication n'est pas suffisante, il faut que la personne le comprenne dans son corps. C'est pour ça, souvent, pour ceux qui ont fait des traitements d'éthiothérapie, on rit et on pleure souvent pendant les traitements d'éthiothérapie. Et pas parce qu'on s'amuse, hein, mais on rit et on pleure parce qu'on ressent dans son corps. Ressentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire sentir à nouveau. Ce que vous avez engrammé, ça c'est un des premiers principes de la phénoménologie, cette philosophie comment dirais-je, pas du ressenti, mais de l'identification du phénomène, hein, et ben vous allez avoir finalement la possibilité de ressentir ce que vous avez vécu. Ça vous explique pourquoi d'ailleurs, quand on travaille sur la vie intra-utérine, et ben l'enfant l'adulte peut identifier ce qu'il a vécu quand il était finalement dans la vie intra-utérine, parce qu'on est dans le ressenti. Et donc cette première partie de compréhension, elle est la partie qui nous intéresse, le thérapeute et le patient. C'est-à-dire c'est ce dialogue qui va permettre à l'information subquantique de se révéler, d'être identifiée et d'être redonnée au patient. Mais la deuxième partie, elle vous appartient, et c'est à vous de faire le travail, d'accord, hein, et en fait c'est l'acceptation. Grande discussion en ce moment d'ailleurs avec mon staff, hein, sur qu'est-ce que c'est que l'acceptation. Vous avez un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik qui parle de la résilience. Et bon, on n'est pas là pour en parler, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur finalement l'interprétation de ce qu'est la résilience. Mais voilà, le problème de l'acceptation, il vous appartient. Il n'appartient pas au moment du soin, il appartient à votre capacité d'accepter ce qui vous a été redonné. Et bien évidemment, les thérapeutes que nous sommes, on va se débrouiller quand même pour que cette compréhension soit véritablement entérinée. Ce qui fait que l'acceptation, elle sera beaucoup plus facile à faire. Mais l'acceptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois qu'il est très très difficile d'accepter des choses qui sont inacceptables. Et donc des choses inacceptables, eh ben, il va falloir du temps, ce qui vous explique que les mutations nécessitent toujours du temps, qu'on appelle l'inertie de la matière. Si nous étions des anges, si nous étions des purs esprits, peut-être certains d'entre vous sont des purs esprits, enfin, on ne les voit pas, on ne les voit pas, ils sont là parmi nous, on ne les voit pas. Hein. Mais si on n'est pas dans la matière, l'acceptation elle est immédiate. L'idée géniale, c'est l'idée géniale Einstein, un matin il se réveille, puis il a compris la relativité. Il n'a pas fallu beaucoup de temps, hein. Il a compris la relativité. Il a passé toute sa vie à essayer de la démontrer. C'est-à-dire que finalement, ce que l'on comprend de façon absolument intuitive et verticale, c'est immédiat. Le problème, c'est ensuite d'en accepter les conséquences. Et donc c'est exactement la même chose. Quand le thérapeute va révéler quelque chose que vous aviez occulté, mais qui était présent au fond de vous, si vous l'avez occulté, c'est pas parce que vous n'avez rien à faire. Vous l'avez occulté parce que ça vous est souffrir. On en revient au problème comme dirais-je, merci. Voilà. J'ai perdu le mot en cours de route. Hein. On en revient à ce problème-là. Et en fait, si le corps a identifié cette chose-là et l'a repoussée ou stockée, c'est parce qu'il n'a aucune envie de prendre en compte. Et donc, l'acceptation, c'est la partie, j'allais presque dire, la plus importante de la mutation, mais elle suit le traitement et elle appartient au patient. Elle n'appartient pas au thérapeute. Ce qui vous explique que vous pouvez faire parfois des patients comme ça qu'on revoit 10 ans après. Et on peut faire finalement des compréhensions phénoménales, et puis le patient revient 3 mois après, 4 mois après, et dit mais rien n'a changé.
Mais c'est pas vrai, les choses ont changé, mais elles n'ont pas été acceptées, et la répercussion de cette acceptation ne s'est pas exprimée dans la totalité du corps. Sauf, bien entendu, pour les pathologies qui sont des pathologies vraiment inscrites dans la matière. Et donc, cette réalité-là, elle est la prise en compte de l'inertie de la matière. Plus une matière est cristallisée, plus elle est difficile à transformer. C'est pour ça, par exemple, que les dents, c'est les parties les plus minérales de notre corps. Eh bien, les dents sont détentrices des mémoires les plus profondes chez chacun de nous. Ce qui explique, bon, les dentistes ne comprennent pas bien ça. J'ai du mal à leur faire saisir, parce que les dentistes ont l'habitude de travailler sur, finalement, des éléments qui sont des éléments minéraux, et ils sont obligés de se battre avec le minéral. Hein. Mais en fait, dès qu'on touche une dent, on a 9 chances sur 10 de toucher des mémoires. Dans 9 fois sur 10, hein, les mémoires. 9 fois sur 10, le patient il a créé des systèmes autocompensés au-dessus. Donc il n'y a pas de décompensation, mais il y a des moments où il y a des décompensations. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préoccupé de savoir si le lieu où on est intervenu n'était pas dépositaire de mémoire. Ça vous explique pourquoi, par exemple, pour tous ceux qui ont des implants à faire, hein, faites vérifier par votre éthiothérapeute, si ou par le dentiste, s'il a été formé en éthothérapie, si finalement le lieu de l'implantation n'est pas un lieu qui soit chargé finalement de mémoire. Parce qu'à ce moment-là, vous vous exposez à un échec, puisque la matière minérale est très difficile à transformer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc? C'est lequel de micro? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, l'éthiothérapie, c'est donc la recherche des causes. Alors, je crois que vous venez un peu de répondre à la question. De la cause originelle. Hein. Oui, voilà. Est-ce qu'il est possible qu'une cause échappe à l'éthiothérapie? Heureusement. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce qu'on cherche, on ne trouve jamais. Alors, je vais vous dire une chose. Vous travaillez, on va travailler, on va faire 3-4 séances. La conscience profonde change. Ok? Et donc, vous allez avoir une possibilité que le thérapeute ne peut pas maîtriser, parce que c'est quelque chose de très profond, d'accord, hein, mais vous allez changer votre comportement, et en changeant votre comportement, quelque chose finalement vous permettra, dans votre existence, dans les causes existentielles, de révéler la chose. Ça prend plus ou moins de temps, hein, mais il n'y a pas de thérapeutique absolue. Ça se saurait. Hein. Par contre, l'éthiothérapie est une thérapeutique qui peut aborder toutes les pathologies et toutes les souffrances. C'est ça la différence. Hein. Oui? Quand il y a des pathologies inscrites dans la matière, comme des déficiences de collagène, ouais, des collagènes de mauvaise qualité, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'éthio? Alors le collagène, on en a parlé. Le collagène fait partie du tissu biologique, c'est-à-dire du tissu adaptatif. Si la fabrication du collagène sur le plan génétique est perturbée par des réalités héréditaires génétiques, des 3% du codon, d'accord, là ce sont des pathologies qui émergent à un moment donné et qui sont des pathologies qui vont être difficiles à traiter, sauf qu'on peut finalement aider la personne sur le plan biologique à s'adapter de façon considérable. Si maintenant, et beaucoup de pathologies sont de cet ordre-là, ce sont des mutations qui sont des mutations relativement récentes. Comme le collagène est un tissu qui est un tissu finalement adaptatif par excellence, élastique, on peut avoir une action extrêmement réparatrice. Donc le problème c'est de définir, c'est une maladie orpheline hein, dont vous parlez, je crois. Oui. Hein, bon, La hein. maladie de l'œuf dans l'os. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'air et l'os. Hein. Oui, et donc, bien évidemment, les pathologies orphelines, pourquoi on les appelle orphelines? C'est parce qu'on n'arrive pas à en trouver la cause causale. Hein. Par contre, la cause, par exemple, tout ce qui est immunitaire, tout ce que sont les allergies, etc., les problèmes thyroïdiens actuellement, ce sont des problèmes immunitaires. Et les problèmes immunitaires sont caractéristiques, finalement, de l'agression du monde extérieur par rapport à notre capacité adaptative. Et donc finalement, il est bon là de soigner les gens en éthio, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va guérir les choses, mais on va leur permettre d'accéder petit à petit à la guérison. On a sur le plan immunitaire, on a des résultats qui sont parfois étonnants. Mais pourquoi? Parce que c'est l'état biologique de la matière et c'est l'état le plus adaptatif. Et le collagène, il fait partie de l'état biologique. Par exemple,
exemple, Ok, Lise? Un cancer du poumon, ça n'a rien à voir avec l'immunitaire. Un cancer du poumon, ça n'a rien à voir avec l'immunitaire. Le cancer en général. Ah, le cancer en général. Alors d'abord, le cancer, c'est une maladie de la vie. C'est-à-dire que le cancer a pour caractéristique de mettre la pagaille et l'incohérence dans notre corps, mais c'est une maladie de vie, puisque c'est une multiplication cellulaire qui n'a pas de limite. Donc c'est une pathologie de vie qui met le système complexe dont nous sommes faits en souffrance. Et donc le cancer, alors bien sûr au niveau pulmonaire, on peut penser que ça touche quand même le souffle de la vie, des choses comme ça, mais le problème du pulmonaire, c'est que c'est un problème qui est très très fragile. Les poumons, les alvéoles pulmonaires, la plèvre, etc. Ce sont donc des lieux qui sont des lieux sur lesquels le cancer se développe avec beaucoup de rapidité et beaucoup de virulence. L'éthiothérapie a une action dès lors on en trouve l'origine, si c'est un problème de santé. Par contre, il faut savoir que la maladie cancéreuse, c'est-à-dire le non-respect par la cellule cancéreuse des limites qui lui sont imparties, vous savez que les tissus ont des limites qui leur sont parfaitement déterminées. Et que le problème du cancer, ce n'est pas le problème de la multiplication cellulaire, c'est le problème que finalement, la cellule ne respecte pas les limites dans lesquelles elle doit être. C'est-à-dire que quand les membranes cellulaires se touchent, d'accord, on ne leur dit pas de s'arrêter, elles continuent à se développer. Et donc c'est une maladie de la vie, et actuellement, en oncologie, on sait très très bien que quand on a détecté une tumeur, on va chercher tout de suite les métastases éventuelles. Et en fait, c'est une erreur du système, parce que la tumeur, c'est la cristallisation et la fixation de cette maladie de vie. Le cancer, maintenant on le sait, avant d'être fixé, avant d'être tumoral, il est circulant. Et donc ça signifie qu'un cancer du poumon, c'est un cancer qui est... Bon, on peut avoir des métastases dans la plèvre, on peut avoir... Mais c'est d'abord un cancer qui finalement se passe très très vite des limites dans lesquelles il est. Et donc c'est un cancer qui est ennuyeux. Vous avez un autre cancer qui est très très ennuyeux, c'est le pancréas. Parce que ce sont des lieux de vie. Mais l'éthiothérapie a des actions. Oui. Et donc, par rapport à la mutation, tout à l'heure vous parliez de la première étape comme étant la compréhension, et que le patient donc devait en fait, lui, gérer l'acceptation. Alors, moi j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce qu'il peut arriver que l'information qui est révélée donc, par la séance d'éthiothérapie, parce que je me dis que l'inconscient en fait, quand il met des barrières, c'est peut-être qu'on n'est pas prêt à recevoir cette information. Est-ce que le fait d'avoir une intervention externe, même si c'est le pouls qui l'a donné, est-ce que le patient, est-ce qu'il peut arriver que l'information finalement ne puisse pas du tout être gérée et créer un traumatisme encore plus grand? Non. Cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse d'un travail qui est un travail qui ne tient pas compte des outils que nous avons. D'accord? Il faut savoir que si le corps vous donne au thérapeute l'information, c'est que l'information, le corps peut la traiter. Le corps a une cohérence de vie qui fait que ce serait suicidaire s'il donnait une information qu'il ne peut pas gérer. Et en fait, la cohérence de la vie, c'est pas une cohérence du suicide. Et donc, dans la deuxième partie de la question, puisque vous parlez que l'acceptation n'est pas forcément automatique, Oui. etc., est-ce que vous avez des cas, par exemple, où en fait, il y a une forme de loyauté invisible, comme on peut avoir dans le transgénérationnel, qui fait qu'en fait, la personne en tant que telle, seule, a besoin d'avoir une espèce de permission, peut-être d'un groupe ou de liens familiaux qui font que toute seule, elle ne pourra jamais arriver à une acceptation. J'entends la question, je la connais parce que finalement, elle était déjà en filigrane quand on se rencontrait. Cette information-là, s'il y a une autorisation qui doit être donnée, d'accord, ou finalement une impossibilité de trouver par soi-même l'autorisation de débloquer les choses, ce sont des interdits qui sont des interdits vibratoires. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle, nous, des formes pensées ou des pertes d'identité qui sont ancrées chez la personne et qui l'empêchent de trouver sa propre autonomie. Et le rôle du thérapeute et l'éthiothérapie, puisqu'elle définit très très bien la forme énergétique des choses, va trouver ces empêchements-là. Les mémoires transgénérationnelles, elles sont liées à des formes pensées, mais elles sont aussi parfois liées à ce qu'on appelle nous des pertes d'identité, c'est-à-dire que les personnes gardent sur elles la mémoire vibratoire de la personne décédée.
même si elle ne l'a pas connu. Ok? Et donc on peut garder aussi sur nous des actes qui ont été élaborés par des gens malveillants et qui ont décidé finalement on voit ça chez Blanche-Neige, je ne sais plus, en fait, on voit ça dans le conte, hein, où finalement la fée méchante a mis quelque chose, c'est quelque chose qui peut se faire et qui se fait. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Mais en fait, cette réalité-là, elle va être identifiée par les thérapeutes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une incohérence. Parce que les choses ont été ouvertes, elles peuvent être comprises. Mais si elles sont comprises, elles comprennent aussi finalement, dans cette compréhension, les réalités qui ont amené la personne à être enfermée. Ok? C'est une cohérence qui se situe à plusieurs niveaux. Hein? Et c'est toujours lié à une perte d'identité. Par exemple, même dans un cas comme un deuil pathologique, par exemple, ce sera toujours lié à une perte d'identité. 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. La perte d'identité, parce que tu connais, mais la perte d'identité, c'est quoi? C'est que, en résonance avec certains éléments vibratoires, qui sont porteurs d'une mémoire, eh ben, la personne va rentrer en résonance avec la vibration, la longueur d'onde de cette, et elle va se mettre à ce moment-là hors d'elle, sur la vibration de la personne qui lui a imposé cette vibration. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, vous en avez tous entendu parler. Eh ben, le syndrome de Stockholm, c'est caractéristique d'une perte d'identité. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre ce qui s'est passé à Stockholm lors de cette agression dans une banque. Vous pouvez avoir simplement un grand-père que vous adorez et que vous n'acceptez pas de voir partir. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez garder sur vous une mémoire liée au grand-père, qui est une mémoire particulière sur un événement particulier. Par exemple, mon grand-père, je me souviens, pas moi, hein, mais mon grand-père, je me souviens, il m'offrait toujours des petites voitures à chaque fois qu'on se voyait. Et bien, cette attention particulière du grand-père, quand le grand-père va disparaître, l'enfant ou l'adulte va garder cette mémoire-là, et ça lui permettra de temps en temps, quand il est avec lui-même, de se souvenir et de sentir et de ressentir la mémoire du grand-père. Et donc, ça ne se voit pas tout le temps, on vit avec. Et puis à un moment donné, eh ben, il va y avoir un phénomène de résonance. Vous allez voir, vous passez dans la rue, puis vous voyez un grand-père qui est en train d'acheter une petite voiture à son petit-fils, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous rentrez en résonance, et vous vous mettez à ce moment-là en perte d'identité, c'est-à-dire que vous perdez votre propre cohérence, et vous vous mettez sur la cohérence de votre grand-père. Voilà, hein, c'est ça. Et donc les pertes d'identité, on peut en avoir de toutes sortes. Ok? Mais quand la personne n'a pas connu, Alors c'est intéressant, Lise, parce que qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence que nous avons affaire à des informations ondulatoires, fréquentielles. Ça signifie que ce n'est pas parce que vous avez le contact physique avec la personne que vous n'êtes pas, on va dire, pollué, enfin, interféré par finalement cette mémoire. Et vous retrouvez très fréquemment, à travers les mémoires transgénérationnelles, vous retrouverez des mémoires de souffrance qui sont passées de l'arrière-grand-mère à la grand-mère, etc. Mais pourquoi? Parce que la grand-mère a bien connu son enfant, d'accord, et puis en fait, chacun s'est connu, mais en fait, la transcription à travers les générations n'est pas continue, elle se fait de génération en génération. Vous pouvez... C'est terrible pour les victimes de la Shoah, c'est comme si c'est une fatalité qui fait que... je prends l'exemple des victimes de la Shoah, parce que c'est un Mais Lise, vous avez tout à fait raison. C'est un problème justement qui est lié aux mémoires collectives. Nous sommes baignés par ce qu'on appelle les champs morphogénétiques, c'est-à-dire des champs qui ne sont pas des champs informationnels électromagnétiques, mais qui sont des champs informationnels d'un autre ordre. Et en fait, ces champs-là, bien évidemment, s'inscrivent, les grandes diathèses dont on parlait tout à l'heure, ça s'inscrit chez nous. Et en fait, la Shoah est une souffrance d'humanité. Cette souffrance d'humanité, elle nous touche tous, même si on n'a pas connu la Shoah. Hein. Et en fait, finalement, cette mémoire-là, bien sûr que c'est dramatique. Mais en fait, vous savez, il y avait un philosophe qui s'appelait Louis Powells, hein, qui a témoigné dans un très beau livre qui s'appelle le Matin des magiciens. Et en fait, dans ce livre-là, il prend l'exemple justement de ces transmissions informationnelles et de l'évolution de la conscience. Et en fait, il dit que quand les dirigeants nazis ont été arrêtés, ils ont tous été arrêtés, à Nuremberg, ils ont été condamnés, aucun n'a fait amende honorable. Et il disait qu'il y avait une chose absolument terrible, parce que c'était le fait de ne pas avoir fait amende honorable, c'est le fait de ne pas comprendre ce qu'est la dimension d'altérité de la personne.
Et donc Louis Powell disait avec juste raison, le fait de ne pas avoir fait amende honorable laisse dans la mémoire de l'humanité le potentiel de la chose. Et vous savez très bien qu'en 92, pendant la guerre en Europe, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, etc., on a refait des camps de concentration. Vous voyez, hein. Et en fait, notre rôle d'éthiothérapeute, à chacun de tous mes camarades éthiothérapeutes, c'est justement d'aider à la transformation de cette conscience-là. Parce que finalement, cette transformation, elle va se faire, elle se fait. Mais plus les événements sont douloureux, et plus les événements portent atteinte à l'essence de la vie, plus la transformation est difficile. Oui ? Bonjour. Bonjour. Donc on est sur la causalité originelle, le passé et la résonance. Je vous ai pas entendu parler alors de la résonance tellurique ici et maintenant. C'est-à-dire que pour moi la causalité bien sûr elle existe, mais peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, la résonance électromagnétique et même la résonance céleste, en fait, le passage ne se fait plus, ou ne se fait pas, ou a été dévié. Donc, est-ce qu'il y a dans l'éthiothérapie une résonance entre le passé et le présent? Donc, j'ai bien écouté tout ce qui s'est dit là, mais je veux dire, en termes de résonance électromagnétique, avec vraiment vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. Alors, il faut savoir que toute l'expérience de la Terre, l'expérience des humains, elle s'enregistre bien évidemment dans notre passé, mais elle s'enregistre dans notre... Vous savez que le passé, ça n'existe pas. Vous le saviez. Le futur non plus, ça n'existe pas encore. Et qu'en fait, la seule chose que nous pouvons réaliser ou dont nous pouvons prendre conscience, c'est notre présent. Et ce présent-là, il est influencé profondément, parce que l'on a compris ou pas compris de notre passé. Mais vous attirez l'attention sur quoi? Vous attirez l'attention sur l'interaction des forces fondamentales avec les personnes. Et c'est vrai que l'évolution de notre conscience a une action aussi sur la possibilité de nous couper par rapport à l'axe électromagnétique, qui n'est pas qu'un axe électromagnétique. Nous sommes, nous, dans l'axe électromagnétique. Mais au-delà de l'axe électromagnétique, vers le haut, vous avez des champs, d'accord, qui sont les champs biophotoniques et d'autres champs. Et puis, en bas, vous avez effectivement les champs telluriques. Mais il faut savoir que le tellurique, qu'est-ce que c'est? Le tellurique, c'est, la genèse d'un rayonnement qui est un rayonnement essentiellement magnétique et chargé finalement de problèmes de fusion et d'immobilisation de la matière. Et en fait, finalement, l'homme, dans sa fonction, permet de rétablir le lien entre les deux. C'est l'homme qui en est responsable. D'accord? Et donc, il est responsable, bien évidemment, des coupures qui se font, d'accord, par des problèmes d'inconscience ou de conscience incohérente comme le nazisme, mais il se fait aussi par, j'allais dire, ce que j'appelle moi je vais retrouver les noms parce que... Enfin, c'est pour être poli, c'est la connerie humaine. Hein, et cette connerie humaine, elle charge l'humanité. D'accord? Donc finalement, ça contribue à couper ce passage entre les deux. Mais c'est au-delà de l'électromagnétique. D'accord? Ce sont des champs qui ne se transmettent pas. C'est une caractéristique d'ailleurs. Les champs électromagnétiques se transmettent, j'allais presque dire, dans la causalité, d'accord? Mais les autres champs ne se transmettent pas dans la causalité. Ils se transmettent dans L' à causalité. Ça répond à votre question? Oui, à une partie de la question, parce que la deuxième partie de la question, c'était en ce qui concerne le profil. Y a-t-il des profils, on va parler de profils karmiques, ou des profils mémoriels, c'est-à-dire que vous avez identifié par exemple 15, 20, 25, 40 profils, et la totalité des patients de l'éthiothérapie, on peut les résumer en 30, 40 profils. Et ces profils, est-ce qu'il y a un rapport donc aujourd'hui avec le fait qu'ils soient sortis de leur chemin, de leur profil karmique aujourd'hui? C'est-à-dire que la cause est une chose, mais après leur chemin est autre. Oui. La cause originale n'est peut-être pas la cause, mais peut-être le chemin qu'ils ont entrepris. Oui. Oui, mais oui, j'entends très bien. Mais il faut, je vais vous faire un schéma. Lise. On va essayer d'être. Mais j'entends bien. Mais c'est le problème. Vous savez qu'Aristote parlait de la raison suffisante. La raison suffisante, c'est la raison qui permet finalement à la forme de s'exprimer. D'accord? Et la raison suffisante, c'est ce sur quoi on peut travailler.
Okay, la cause originelle, ce qui s'appelle la finalité causale, ne peut pas être déterminée. Donc quand nous on parle de cause originelle, on parle de la cause originelle, les aspects de la cause originelle que l'on peut gérer quand même dans notre corps. On ne parle pas de la finalité causale. C'est un petit peu, vous comprenez ce que je veux dire, c'est la causalité formative. Mais sans rentrer dans ces détails, il est évident que l'évolution, elle est l'interaction de ce qu'on fait tous les jours, ce que l'on fait tous les jours de nos expériences, que l'humanité fait tous les jours de son expérience. Et en fait, pour résumer, j'espère que j'arriverai à répondre à votre question avec ce schéma. Nous évoluons dans un plan, et ce plan, finalement, c'est le plan de l'aléatoire. Nous naissons un jour, nous mourrons un autre jour. La ligne, le chemin le plus rapide pour relier N à M, vous le connaissez, c'est la ligne droite. D'accord? Et la ligne droite, vous savez que l'espace ne peut pas être séparé du temps. C'est-à-dire que si on prend une ligne droite intemporelle, eh ben on est au moment où on meurt. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas chargé l'expérience du milliardième de seconde de notre incarnation. Vous me suivez jusque-là? Bon. Donc ce monde finalement aléatoire, dans lequel on évolue, pourquoi il est aléatoire? Il est aléatoire parce qu'il est suspendu entre une réalité qui est une réalité que Platon appelait le réel voilé, qu'on peut appeler aussi le vide quantique, mais bon, on ne va pas. Hein. Et ce réel voilé-là a une action directe sur le plan. Mais ici, de l'autre côté, vous avez finalement le tellurique. Et ce qui est la matière constituée est la matière la plus, j'allais dire, la plus immobile. Et en fait, nous évoluons entre ces deux. Et nous vivons dans un monde aléatoire. Et le monde aléatoire, il n'est pas un monde déterminé. Vous savez que sur le plan des religions, des croyances, on parle beaucoup des prédestinations, ou des karmas, ou des choses comme ça. Le monde aléatoire, il est lié au fait que nous évoluons dans un monde qui est un monde indéterminé, dans lequel nous déterminons notre trajectoire, et cette trajectoire, elle est influencée d'un côté par l'inertie de la matière, et de l'autre côté par l'influence du réel voilé, c'est-à-dire finalement de L' A causal. Vous comprenez? Et donc, bien évidemment qu'il y a toujours une interaction. Et que cette interaction-là, si vous avez, par exemple, dans les champs morphogénétiques en nous, si vous avez des peuples qui, finalement, ont cultivé certaines aberrations, et bien ces aberrations-là restent dans leur passé, dans leur mémoire, et le travail de la population le jour dit, c'est-à-dire dans notre présent, va être de transformer effectivement cette souffrance. Mais ils vont la transformer pourquoi? Parce qu'ils vont avoir des obstacles qui leur rappellent que cet endroit-là n'a pas été compris. Vous comprenez? C'est ça en fait la raison d'être. Identifier nos souffrances. Si on n'accepte pas de les identifier, on ne peut pas les transformer. Ce que disait Powell au niveau des nazis. C'est-à-dire que si ça n'est pas pris en compte, ça ne peut pas être transformé. Et la vie, c'est quoi? Eh bien la vie, c'est le déroulement finalement constant des obstacles que nous rencontrons, qui servent finalement à révéler et qui servent à nous faire comprendre ce qui doit être compris. Vous voyez? Alors il y a une forme, mais là on va peut-être dépasser les limites de la conférence. Il y a bien évidemment une forme de destination. Quand on est un pur esprit, vous vous souvenez ça, quand on était des purs esprits? C'est génial parce qu'on était en dehors du temps et de l'espace. Ça veut dire qu'on n'était pas emmerdé avec tout ce qui nous impliquait. On connaît l'alpha et l'oméga. C'est quand même génial, ça. Hein? Et donc, en fait, on peut très bien imaginer, quand on est des purs esprits, que nous faisons 300 mètres cubes. Vous imaginez 300 mètres cubes. C'est quand même peur, hein? Et puis, on s'incarne. Et on s'incarne dans quoi? On s'incarne dans un blastocyste, c'est-à-dire c'est un petit œuf qui se met dans la paroi utérine et qui fait... qui fait 0,000 décimètres cubes. D'accord? Et après, quand vous avez grandi, vous faites 30, 50 décimètres cubes. Cherchez l'erreur. Vous faites 300 mètres cubes sur le plan quantique et vous faites 30 décimètres cubes dans nos petites vies que nous mettons. Mais ça ne c'est pas parce que nous ne faisons que 30 décimètres cubes que finalement les 300 mètres cubes ne sont pas là.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes dans le monde comment dirais, de la non-matière, et nous sommes dans un monde finalement qui est incommensurable. Vous savez, on dit les particules virtuelles sont des particules qui existent, mais elles vont tellement vite qu'on ne les voit pas. Et bien quand on est un pur esprit, c'est du même ordre. Mais ce pur esprit, c'est le dessin du puits, ce pur esprit, il décide de s'incarner. On ne lui met pas le coup de pied au cul pour qu'il descende. Parce que ça appartient à la conscience. Ça, c'est ma conviction profonde. Et en fait, ce petit angelot qui est là et qui attend, il choisit la maman en question, il voit plein de petites mamans qui circulent, il dit, tiens, je vais prendre cette petite maman, et pouf, il descend. Et donc, il perd, mais en fait, quand il s'incarne, il est dépositaire d'une mémoire qui est une mémoire acausale. Nous, quand on travaille en étude, on ne va pas toucher la mémoire acausale. Par contre, on va toucher le lieu qui finalement, au moment de l'incarnation, c'est-à-dire la prise en compte de la matière, ce lieu-là permet de toute façon de ne pas perdre cette mémoire-là, mais d'en approcher que des petites parties. Et notre travail, c'est d'approcher ces petites parties pour permettre à la personne d'évoluer. C'est le travail que l'on fait tous déjà dans notre vie quotidienne. Et puis quand on a une pathologie, et bien cette pathologie, elle nous empêche d'évoluer. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Le thérapeute va aider finalement à pouvoir évoluer correctement. Ça vous va mieux comme... Voilà. Et rien n'est écrit. Ce qui fait que c'était Chamfort, qui est un philosophe du 18e, qui disait « La vie est méchante, l'écho m'a répondu chante ». Franchement, arrêtons de dire qu'on n'a pas de chance. Il n'y a pas beaucoup qui disent « j'ai de la chance ». Il y en a beaucoup qui disent « j'ai pas de chance ». Mais en fait, la chance n'existe pas. On a des bonnes ou des mauvaises étoiles, c'est vrai, mais la chance n'existe pas. Et donc le travail du thérapeute, c'est justement d'aider à ce que ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas de chance, de découvrir que quelque part, ils ont quand même une bonne étoile. On dit en Afrique que la chance ne profite qu'à ceux qui sont bien préparés. Oui, mais ça veut bien dire que c'est pas de la chance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'éthiométrie tout à l'heure, et oui. L'éthiothérapie ensuite. Oui. Est-ce que l'éthiothérapie est la fille de l'éthiomédecine? Oui, oui. Quelles sont les limites de l'éthiothérapie et les limites de l'éthiomédecine? Alors les limites de l'éthiomédecine, elles sont très claires. C'est que l'éthiomédecine, finalement, a été une médecine qui a eu c'est Jean-Louis Brinette, mon ami Brinette, qui l'a conçu, et l'éthiomédecine est une petite fille de l'auriculomédecine. C'est-à-dire qu'on utilise quasiment les mêmes outils. À la différence, c'est que l'auriculomédecine a toujours refusé d'envisager le travail neuropsycho-affectif. Donc c'est une médecine réflexe qui s'occupe finalement de la gestion réflexe du corps entre les organes, les pathologies, etc. Et Brinette a eu cette intelligence remarquable de mettre en évidence les systèmes autocompensés, c'est-à-dire la possibilité de réguler l'information dans notre corps par l'intermédiaire du mental. Et en fait, il l'a fait d'une façon très simple, c'est qu'il s'est aperçu que, comme la plupart d'ailleurs de toutes les médecines, c'est que les résultats, ça marchait 2 fois sur 3, et il y en avait une qui était inaccessible. Et en fait, il s'est dit, la partie inaccessible des pathologies, c'est la partie neuropsychoaffective. Donc on va essayer de travailler, et c'est là qu'il a compris que ce qui était géré de façon réflexe, ça l'était sur un plan fréquentiel. Donc ça, c'est ce que Brinette a trouvé, et c'est ce que nous utilisons encore sur le plan de la technique. À la différence, c'est que nous utilisons 10 petites plaquettes, alors que Brinette en utilisait 800. Et quand ça devient très très compliqué, c'est qu'il y a un loup, comme disait Madame Aubry. Mais donc il y a quelque chose finalement à ce niveau-là qui a commencé à dévier. C'est-à-dire que Brinette, qui a eu cette intelligence remarquable de mettre les choses au point, il a construit une petite usine à gaz parce qu'il a voulu nommer toutes ces réalités fréquentielles, et en fait, elles sont innommables, parce qu'il y en a des milliards et des milliards. Et donc, il a eu l'intelligence de déterminer les fréquences fondamentales des souffrances de l'humanité. Mais il a ensuite inscrit tous les systèmes autocompensés que l'on faisait, il a essayé de leur donner des noms. Et en fait, il a commencé à construire une thérapeutique qui est une thérapeutique qui devenait un tout petit peu moralisatrice. Et en fait, il a développé un système qui est devenu sectaire. C'est-à-dire que finalement, il inscrivait chez les gens des jugements de valeur
c'est bien, c'est pas bien, alors qu'on sait très bien que pour l'éthiothérapie, grâce à Gilles Guéguen, on l'a développé, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de pas bien, il n'y a pas de mal ou de bien, il y a on a mal ou on a du bien, d'accord, mais ce qui se passe dans la réalité, elle est ni bien ni mauvaise, elle est cohérente ou incohérente. À partir de là, on se trouve beaucoup plus libre du jugement, et c'est la grande différence qu'il y a entre l'éthiothérapie et l'éthiomédecine.